On a le plaisir d'avoir à cette table ronde donc Marie-Odile Pellé-Printanier, vice-présidente donc du CNAFAL, chargée des questions des droits humains fondamentaux, bioéthique et laïcité. Nous avons Brigitte Sellé-Mignot, jeune retraitée, m'a-t-elle dit, qui s'est inscrite il y a bientôt 35 ans dans un projet que l'on appelle aujourd'hui coparentalité, mais qui n'avait pas de nom à l'époque. Ensuite, nous avons Catherine Malaval, rédactrice en chef adjointe en charge du service Société du quotidien Libération, et elle a publié un livre en 2017 sur la GPA, intitulé « Mais qui est la mère ?» Nous avons également Dohan Lui, membre du bureau national de la PGL, et Émilie Bourdon, qui est vice-présidente de NOCI, Centre LGBT de Nantes, en charge des questions de PMA et parentalité. Moi, je suis juste membre du planning familial. Alors, donc, ce que je vous propose comme organisation des interventions, nous allons commencer par Marie-Odile Pellé-Printanier sur l'histoire et la place des familles homoparentales au sein des associations familiales laïques. Ensuite, je donnerai la parole à Brigitte Sellier sur son vécu et son militantisme pour les familles homoparentales. Et ensuite, Catherine Malaval nous fera des commentaires sur le rôle des médias dans la visibilité des familles homoparentales. Enfin, donc, Dohan Lui nous expliquera les changements sociétaux du fait de la visibilité des familles homoparentales qui interrogent les modèles familiaux et l'impact dans le système judiciaire. Et Émilie Bourdon qui parlera des actions locales sur Nantes et comment faire collectif autour de ces questions. Voilà, donc nous aurons 10 minutes pour chaque intervention. Merci de respecter pour que la salle ait le temps, évidemment, de faire autant d'interventions qu'il est possible. Et donc, je donne la parole à Marie-Odile Pellé-Printanier. Alors, bonjour à toutes et à tous ce matin. Vous allez peut-être entendre dans mes propos un certain nombre de choses que vous avez déjà entendues ou vues au niveau du film d'hier soir, mais ça va peut-être vous permettre de les resituer dans le temps et dans l'histoire. Alors en fait, le CNAFAL, comme disait Madame Gaudry, c'est effectivement le Conseil national des associations familiales laïques. Il a été fondé officiellement en 67, malgré qu'il y ait eu des petites émergences d'associations familiales laïques créées auparavant, dès 1948. Les hommes qui ont participé à sa création, vous m'entendez bien, excusez-moi, oui, étaient des anciens résistants, militants laïcs engagés depuis de longues dates en faveur de l'émancipation de la femme et de l'homme. Le CNAFAL a demandé son agrément à l'UNAF en 1976 et l'a obtenu en 1978, mais ce n'est qu'en septembre 1979 que nous avons pu siéger. Alors là, c'est un petit clin d'œil à la PGL qui, comme vous l'avez appris hier, a fait sa demande d'agrément à l'UNAF, l'a pratiquement obtenu. Il faut vérifier les listes encore, commission de contrôle oblige, mais en principe, ça devrait se faire. Mais voilà, je mettais quelques inquiétudes parce que vous voyez, entre le moment de notre agrément et le moment où nous avons pu siéger, ça a mis un certain temps. Je pourrais expliquer, j'ai expliqué à Marie-Claude pourquoi hier, et effectivement, ça peut être un petit peu long. Alors, puisque là, je rappelle aussi que le CNAFAL a été la seule association familiale à soutenir l'entrée de la PGL à l'UNAF, et ceci depuis de longues années. Marie-Claude l'avait rappelé hier dans le... Alors, puisque j'évoque l'UNAF, je voudrais faire un petit focus sur cette dernière. L'UNAF a été instaurée par les ordonnances de 1945. À partir de ce qui restait d'organisation qui s'appelait Coordination des mouvements familiaux et qui avait été mis en place par Vichy en 1942. Et ça a son importance. Les mêmes responsables ont été nommés dans l'équipe dirigeante de l'UNAF à l'époque.
Les associations familiales étaient toutes d'origine confessionnelle, le sont encore pour la plupart. AFC, les associations familiales catholiques, Familles de France, vous en avez vu des exemplaires hier, les familles protestantes, etc. Les ordonnances de 45 stipulaient que l'UNAF avait pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, n'oublions pas le mot moral, et la représentativité des familles françaises vivant sur le territoire français. Au départ, le texte était comme si ça a un peu évolué depuis. Afin d'exercer ces missions, qui sont d'ailleurs inscrites à l'article 211.3 du Code de l'action sociale et des familles, l'UNAF bénéficie d'un financement correspondant à un pourcentage des prestations familiales, qui représente 0,07%. Comme ça peut paraître relativement faible, mais les derniers chiffres que j'ai, parce qu'ils sont très difficiles à obtenir, faisaient état quand même d'un financement de 150 millions par an. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire quand même, hein. Et on comprend pourquoi, voilà. Je veux dire que ça explique aussi parfois la politique du gouvernement qui lorgne par rapport à l'UNAF, hein, en se disant mais là il y a peut-être une cagnotte à faire et à appréhender. Donc, elle est consultée par l'État. C'est la seule institution chargée de représenter les familles au niveau de l'État. Il n'y en a pas d'autres. Elle a un monopole. Et elle est consultée pour tout ce qui concerne, alors la famille, bien entendu, ça paraît logique, mais tous les sujets de société, le logement, la santé, le handicap, la fiscalité, les politiques familiales, etc. De nombreux sièges lui sont réservés dans les institutions et les instances représentatives. Marie-Claude a cité la CAF hier, mais il y a les CEPAM, il y a les offices d'HLM, il y a, enfin, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de représentations, y compris la commission de contrôle de la publicité, enfin voilà, des films, enfin c'est extraordinaire quand on regarde la liste des représentations. Les pompes funèbres, enfin voilà, je vais pas tout vous citer. Alors l'UNAF a mené une politique nataliste défendant l'idée d'une famille traditionnelle, patriarcale. La formule travail, famille, patrie a laissé des empreintes indélébiles dans les rangs de l'UNAF. Et encore à ce jour, le mode de vote dans cette institution est un vote familial. C'est-à-dire, il y a une seule personne qui vote pour l'ensemble de la famille. Son conjoint, en général, c'était le père auparavant, hein. Maintenant ça a un peu changé. Les enfants, etc. Non seulement ça, mais il y a encore des revendications relativement récentes qui demandent à ce que ce vote familial se fasse au niveau des votes électoraux classiques. Vous voyez où on en est. Pour ces raisons, les associations familiales laïques ont longtemps hésité à demander leur agrément à l'UNAF. L'agrément à l'UNAF des familles monoparentales en 1975 a été un véritable déclic avec un espoir d'évolution. D'autre part, la loi sur la contraception, la loi sur l'IVG avait été promulguée avec une opposition unanime de l'UNAF. Il n'était plus envisageable de laisser cette institution aux seules mains de ces associations confessionnelles réactionnaires qui refusaient toute évolution de la famille, y compris le divorce et le travail des femmes. Notre conception de l'enfant et de la famille était diamétralement opposée à celle de l'UNAF. C'est donc deux conceptions qui s'affrontent, celle qui déclare le droit imprescriptible de l'individu à être maître de son destin et à rechercher le bonheur, et celle qui considère que l'ordre existant est intangible, fruit d'une volonté divine présente dans l'histoire. Attachés aux valeurs d'émancipation de l'homme et de la femme, d'égalité des droits, nous considérons qu'il n'y a pas de famille standard, de modèle normé de famille. Nous reconnaissons tous les types de familles, quelle que soit leur composition, leur mode de vie, leur orientation sexuelle. Aussi estimables les unes que les autres, notre devoir de laïc nous impose de les reconnaître, de permettre que ces familles, quelle que soit leur origine ou leur composition, puissent bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs. De plus, dès les années 70, mais 68 était passé par là, nous avons constaté une accélération des modifications de mode de vie familial. L'émancipation des femmes y a largement contribué. Et nous avons vu émerger beaucoup de couples non mariés, des couples homosexuels, des naissances hors mariage, des divorces avec des familles recomposées à géométrie variable. La famille est devenue un espace de liberté, d'égalité, de fraternité, de droits, d'obligations et de devoirs librement acceptés. Lieu du vivre ensemble, dans le respect de chacun. Cette évolution, nous l'avons vécue au plus près, puisque la génération à laquelle j'appartiens en faisait partie.
Il n'en est pas de même pour l'UNAF. Celle-ci n'est pas, malgré son monopole, représentative de ce que pensent et vivent les familles d'aujourd'hui. La Cour des comptes, récemment, ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a fait un rapport relativement cinglant en précisant justement ce manque de représentativité de l'UNAF vis-à-vis des familles actuelles. Parallèlement, au premier débat sur la bioéthique, nous nous sommes investis sur ce qui allait devenir le PACS. Nous nous sommes positionnés favorablement pour cette mesure dès 1992. Patrick Bloch, hier, le rappelait. Effectivement, l'idée d'un contrat signé entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe est née en 1992, il y a plus de 25 ans. Cela s'appelait le CUC. Après de longues histoires que je ne vais pas vous dire, c'est en 1998 que Jean-Pierre Michel et Patrick Bloch déposent un nouveau projet, le PACS. Celui-ci est adopté en novembre 1999 après beaucoup d'oppositions et de manifestations. On se rappelle tous de Christine Boutin brandissant sa Bible au niveau de l'hémicycle. Nous avons participé de façon active au premier débat sur la bioéthique. Lors de ceci, les questionnements qu'apportait l'évolution des sciences et des technologies ont émergé. Et nous avons pris conscience que la bioéthique et l'évolution de la famille étaient intrinsèquement liées. L'UNAF s'est opposée avec véhémence à la PMA et a voulu remettre en cause le droit à l'IVG en demandant un statut pour l'embryon dès le premier jour de la conception. Le CNAFAL s'y est largement opposé et à cette époque avait déjà demandé la possibilité pour les femmes célibataires de pouvoir bénéficier d'une PMA. Il y a eu ensuite des consultations sur le droit de la famille, le rapport de Quever-Desfossés qui a quand même eu l'importance de valoriser et plutôt de légaliser les enfants adultérins, ce qui n'était pas le cas au préalable. C'est d'ailleurs lors d'un des colloques sur ce sujet que nous nous sommes rapprochés de la PGL. Il y avait une telle similitude dans notre approche sur l'évolution de la famille que nous avons décidé de nous revoir. Depuis, notre soutien et notre partenariat n'a jamais faibli. Compte tenu de notre conception de la famille et après avoir milité pour l'instauration du PACS, il nous est apparu parfaitement naturel de soutenir cette association, comme nous avons ensuite soutenu toutes les associations LGBT au moment du mariage pour tous. Vous savez à quel point cette période a été difficile, rencontrant des oppositions que nous ne pouvions imaginer et des propos tenant plus de l'allégation fallacieuse que du raisonnement sensé. Nous avions organisé 5 colloques à travers la France conjointement avec la PGL sur les nouvelles parentalités, chaque organisation apportant ses forces vives. Il faut reconnaître qu'une association familiale adhérente à l'UNAF qui revendiquait ouvertement qu'elle se positionnait pour le mariage pour tous n'a pas manqué d'étonner. Inutile de dire que dans les rangs de l'UNAF, il y avait une opposition massive. Et si nous avons trouvé une écoute souvent attentive auprès d'un grand nombre de politiques lors de nos nombreuses auditions, nous n'avons pas réussi à faire infléchir d'un iota les positions de l'UNAF. Nous savons tous ici l'issue de nos combats et nous n'avons pas boudé notre joie avec l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, même si pour quelques-uns, dont le CNAFAL, il y avait un goût d'inachevé avec la mise à l'écart de la PMA. Nous pensions qu'il s'agissait d'une affaire de quelques mois. 6 ans après, nous en sommes au même point. Le président Macron, comme vous le savez, a annoncé un passage à l'Assemblée nationale en juin, mais des inquiétudes subsistent. Lors de notre audition auprès du CCNE, du Conseil consultatif national d'éthique, en janvier 2017, nous avons dénoncé toutes les inégalités liées à la PMA. L'hypocrisie dont fait preuve la France en fermant les yeux sur toutes les femmes qui sont obligées de se rendre à l'étranger pour en bénéficier, celles qui, manquant de moyens financiers, sont obligées d'avoir recours à des moyens de fortune. Nous avons rappelé que tous les couples doivent avoir les mêmes droits. Nous avons évoqué la possibilité d'adopter pour les personnes célibataires. Là, j'ai toujours une incompréhension avec l'interdiction de la PMA. Nous avons signalé que c'est plus des milliers d'enfants qui vivent actuellement dans des familles homoparentales, même si on a du mal à estimer le chiffre, puisqu'on oscille entre 40 000 et 200 000. Nous avons rappelé qu'avec le recul, le constat avait été fait que les enfants vivant dans ces familles ne rencontrent ni plus ni moins de difficultés que les autres enfants. Le CNAFAL considère que l'intérêt de l'enfant brandi par les Antilles, intérêt que nous négligeons pas, n'est pas remis en cause dans la mesure où c'est la transparence vis-à-vis de ses origines et le regard que ses parents et la société va porter sur cet enfant, l'éducation qui va faire de lui un adulte libre et responsable en capacité de faire des choix et de les assumer.
Sur la PMA, nous avons salué la décision courageuse du CCNE dans sa proposition d'approuver la PMA à tous les couples. Toutefois, nous avons conscience que des oppositions rencontrées. J'évoquais préalablement nos inquiétudes. Depuis quelques mois, effectivement, nous voyons ressurgir des manifestations. Celle du succès récent de la Marche pour la vie en est un bon exemple. Les réseaux sont en train de se réactiver, y compris au niveau de l'international. Voir les études sur ce sujet de Niels Data qui ont été faites beaucoup avec le planning familial auquel nous avons également participé. En interne à l'UNAF, nous n'avons pas réussi à faire supprimer le privilège de la collecte de la mère et de l'enfant, dévolue aux AFC. Or, qu'est-ce que c'est cette collecte de la mère et de l'enfant? Eh bien, un jour par an, les associations familiales catholiques ont le droit de collecter sur la voie publique, de quêter. Vous savez que d'habitude, c'est pas autorisé, il faut des autorisations spécifiques. Donc là, c'est un privilège qui est accordé aux associations familiales pour qu'elles puissent quêter. Sur le principe, déjà c'est limite, mais ce qui nous ennuie beaucoup, c'est que les sommes récoltées au niveau de cette quête vont à l'institution Le Jeune, dont elle est bien connue, naturellement, pour ses idées progressistes. Bien sûr, c'était une plaisanterie. Nous avons même constaté, excusez-moi, je me dépêche parce que je vois l'heure, constaté des manœuvres et manipulations au niveau des gilets jaunes, puisque certains d'entre eux ont revendiqué la suppression du mariage pour tous, et je pense que s'ils n'avaient pas été manipulés, pour un certain nombre d'entre eux, c'était pas leur priorité pour le moment. Alors il faut donc se préparer à nouveau à des oppositions fortes, des pressions, des manifestations. Rien n'est jamais acquis. Mais la PGL nous trouvera à ses côtés pour défendre l'égalité des droits. Merci beaucoup et d'avoir été très attentive à mon petit papier, merci. Donc, je vais passer la parole à Brigitte Cellier, qui va nous raconter. Bonjour à tous et à toutes. Et en tout premier lieu, toutes mes excuses, mais je suis un petit peu en apnée et le sang argentin de ma voix cristalline risque de vous écorcher un peu les oreilles. Désolé. Pour ce qui est de mon intervention, vous commencez en vous disant que lorsque Dominique Borène, coprésident de la PGL, qu'il n'y a plus besoin de présenter, m'a sollicité pour témoigner, j'ai dit oui quasi immédiatement, tellement ça me semblait facile de raconter ma vie pour témoigner de la visibilité de ma famille. Lorsque Danielle, notre modératrice, pour préparer la table ronde, m'a précisé que je devais parler de mon militantisme, l'inquiétude m'a saisi. Je vous l'avoue, je n'ai découvert être militante qu'à plus de 50 ans. Bon, je vous raconte. Il y a 35 ans, quand Dominique, ici présente, ma compagne et moi, ma femme, et moi avons décidé et commencé à parler de notre projet familial qui était un bébé chacune avec le même papa, force est de reconnaître que nous n'avons pas suscité un enthousiasme délirant. Et pourtant, nous avons régulièrement tenté d'alléger les craintes des uns et des autres en disant « mais il y a plein de familles où il y a des enfants qui ont la même maman et des papas différents. Ça sera juste un tout petit peu plus original, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Bon, c'était pas si simple apparemment aux yeux des autres. Bon, pour plusieurs raisons qu'il n'y a aucun intérêt à détailler ici, nous n'avons en fait eu qu'un enfant, Géraldine. Quand Géraldine est née, en 1986, notre principale crainte, dois-je l'avouer ici, était qu'elle soit élevée dans un ghetto, aussi gai soit-il. Comme nous ne fréquentions pas le milieu gay, cette crainte, cette inquiétude était un peu stupide, j'en conviens, mais c'était notre vraie préoccupation. Pourtant, depuis, Domi et moi
avons joué la transparence complète. Sur le plan professionnel au début pour Dominique, sur le plan familial pour moi, et dès qu'il a été question du projet de famille et a fortiori l'arrivée de Géraldine, nous avons joué la transparence totale, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, ou plutôt tant sur le plan familial que professionnel. Et Géraldine s'est coulée dans cette façon d'être. Elle n'a jamais caché qu'elle avait deux mamans. Globalement, ni elle ni nous ne nous souvenons qu'un jour ça ait posé problème. Je pense que l'adolescence de Géraldine s'est déroulée normalement et que son adolescence, quoique un petit peu plus tonique, aussi. Plus concrètement, quand Géraldine a commencé d'aller à l'école, Dominique et moi, nous sommes allés nous présenter, vous avez entendu plusieurs témoignages de ce genre, aux instituts de l'époque, en expliquant que nous élevions Géraldine toutes les deux, que pour elle, il y avait maman et mamour, que nous viendrions la chercher l'une ou l'autre, et nous avons ensuite indiqué que ce serait peut-être sympa pour l'équilibre de Géraldine qu'ils acceptent que nous puissions aussi signer indifféremment les différents papiers qu'un enfant peut ramener à la maison. Quand la fête des mères est arrivée, notre fille a dit à sa maîtresse « Comme j'ai deux mamans, je fais deux cadeaux ». Les choses se sont passées simplement. Annie, la maîtresse avec laquelle nous avons entre-temps sympathisé, nous a simplement raconté l'anecdote. Nous avons procédé de la même manière pendant toute l'école primaire jusqu'en 6e. Après, Géraldine nous a indiqué qu'elle était assez grande pour rencontrer elle-même ses professeurs et leur demander s'ils acceptaient qu'on puisse signer toutes les deux le carnet de notes. Nous avons donc laissé faire. Entre-temps, notre fille avait tellement intégré sa situation familiale comme étant naturelle que lorsque le téléphone sonnait et comme plein d'enfants, elle se précipitait pour décrocher, si quelqu'un lui demandait « Passe-moi ta maman », elle répondait « Laquelle ?» Ce qui a souvent déstabilisé nos interlocuteurs, y compris dans le milieu familial. Des amis nous ont un jour confié qu'en CE1, leur fille Florence était un jour rentrée à la maison en disant qu'elle avait une copine qui avait deux mamans. Ses parents qui ne nous connaissaient pas et qui étaient à milieu d'imaginer une situation comme la nôtre, ont tenté d'expliquer à leur fille que probablement le papa avait divorcé, qu'il était avec une autre dame, ou que peut-être la maman était décédée, que sa copine était orpheline, qu'il y avait donc... Enfin bon, ils ont essayé de plusieurs explications. Et leur fille, à chaque fois, disait « Mais non, c'est pas ça ». Et les parents de la gamine, qui entre-temps sont devenus des vrais amis pour nous, nous ont avoué 10 ans plus tard qu'au bout de 3 minutes d'échange avec leur fille, ils leur ont dit « Enfin, écoute Florence, c'est pas possible, ça n'existe pas ce que tu dis ». Et la gamine aurait dit « Enfin, je le sais quand même mieux que vous, c'est ma copine. Elle a une maman, une mamour, et une mamour, c'est une maman. C'est elle qui m'a tout expliqué. » On a su ça 10 ans après. En fait, à bien y réfléchir, c'est Géraldine que Dominique Borène aurait dû inviter pour cette table ronde. Comme je le disais un peu plus tôt, à l'époque, donc, nous avons rattrapé le retard. Mais à l'époque, nous ne connaissions pratiquement pas d'homosexuels. Parmi les gens qui nous entouraient, la famille, les amis, les voisins, les collègues, tout le monde regardait Géraldine évoluer tranquillement entre ses deux mamans. Mais on voyait bien quand même dans le regard une petite question sur du style « Et comment ça va se passer quand elle sera plus grande ?» Globalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Je ne peux pas balayer en 10 minutes l'enfance et l'adolescence de Géraldine. C'est pour ça que ceux qui sont intéressés pour la connaître, vous pouvez lire ce livre. Mais peu à peu, Géraldine a fait de sa situation familiale un avantage
C'est-à-dire que pour certains, ça lui conférait une certaine curiosité, et pour d'autres, une certaine originalité. Et elle a transformé complètement la situation à son avantage. Elle nous a confié, jeune adulte, elle nous a confié s'être souvent amusée de voir ses copains se demander, ou oser lui demander directement, « Et toi ?» sans oser spontanément préciser le fond de leur pensée, qui bien sûr était « Et toi, t'es comme tes mères, lesbienne ?» Alors, pour revenir plus strictement au thème de la table ronde, et donc à mon militantisme et à mon vécu, en réalité, ce n'est que depuis la sortie de ce livre et du documentaire de Jean-Pascal Attu, diffusé il y a 10 ans exactement, qui s'appelait « Parents comme ci, parents comme ça ». En fait, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai eu l'impression que quelque part, je m'engageais pour défendre ou pour porter la cause de l'homoparentalité. Avant, ça ne m'avait jamais traversé la tête. Même si j'ai eu un parcours associatif assez étoffé au sein de Aide Auvergne, puis ensuite comme membre d'une association d'éducation interculturelle pendant de nombreuses années, ce n'est vraiment que sur le tard que je me suis sentie engagée pour la cause gay. Et quand je dis sur le tard, c'est vraiment de ça dont il s'agit, puisque c'est depuis mon départ à la retraite, il y a 6 ans, qu'avec l'aide de la PGL, que je remercie une nouvelle fois, je croise le fer avec la CARSAT pour me faire valider 4 trimestres de retraite au titre de l'éducation ou de l'adoption de Géraldine. C'est pas gagné, mais c'est pas perdu. Lorsque je regarde dans le rétroviseur, je pense sincèrement maintenant que c'est le quotidien de notre famille qui a effectivement témoigné de la réalité de l'homoparentalité. Notre visibilité a toujours été totale, à l'école de Géraldine, dans notre quartier, dans nos structures de travail respectives, partout. En fait, cela fait maintenant plus de 30 ans que Géraldine est identifiée comme la gamine, puis la jeune fille, puis la jeune femme, qui a 2 mamans, sans que cela n'ait jamais donné lieu à des commentaires particuliers ou à des discriminations, à quelques petites exceptions près. Alors, si cela est du militantisme, à l'instar de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, notre famille est militante. Mais ne le dites pas à Géraldine, parce qu'elle vous rétorquerait que non, elle a été une enfant comme les autres. En tout cas, c'est bien ce qu'elle revendiquait à l'adolescence, d'être comme les autres. Plus adulte, elle a préféré souligner son droit à la différence familiale. Et aujourd'hui, je pense que si on lui posait la question, elle soulignerait son droit à l'indifférence familiale. Et pourquoi pas ? Je le regrette quand même un petit peu parce que c'est souvent qu'on voit des mamans du haut nous demander si elle pourrait pas discuter avec Géraldine de comment ça s'est passé pour elle, etc. Bien. Géraldine, pour l'instant, n'est pas trop disponible pour ça. Pour conclure, quant à la visibilité de notre famille homoparentale, je ne sais pas, il me reste combien de temps, notre modératrice, 20 secondes ou 2 minutes ? D'accord, 2 minutes. Pour conclure sur la visibilité de notre famille parentale, je vais me faire plaisir, en gardant le petit filet de voix, en vous racontant une petite anecdote. Le 6 juillet 2013, le jour de mes 60 ans, j'ai eu l'extraordinaire bonheur de pouvoir me marier avec Dominique, alors que nous étions compagnes depuis quelques semaines, comme vous l'aurez compris. Géraldine était notre témoin. Donc nous nous marions, comme beaucoup d'entre nous ici, et on quitte la mairie. On avait décidé de faire un mariage simple mais sympa. Et on quitte la mairie, 200 personnes, habillées tout en blanc, sauf les accessoires qui étaient aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et on part de la mairie jusqu'à la salle où se déroulait le vin d'honneur à quelques 700-800 mètres. Et là, Géraldine prend le micro pour... l'idée, c'était qu'elle prenne le micro. La demande était qu'elle prenne le micro pour faire un petit discours. Et là, elle dit, comme je ne sais pas bien parler en public, j'ai préféré faire mon premier cadeau à maman et Mamour, principalement à Mamour.
Et là, elle me tend une enveloppe en papier craft de ce style, et puis une petite enveloppe blanche dessus. Je ne comprends pas. Alors, elle me dit, ouvre. Alors, j'ouvre la petite enveloppe blanche, et lis. Donc, c'était à moi de faire le discours à sa place. Alors, je lis, mais j'étais à 1000 lieues de savoir ce qui allait me tomber sur la tête. Et alors, je vois une petite carte avec des chaussons suspendus à un fil à linge, etc. Et là, je me dis, mais elle est complètement allumée, cette gamine. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle m'annonce qu'elle est enceinte. Bon, sur le principe, c'était pas dramatique, au contraire. Mais enfin, c'était pas le jour, quoi. Et je comprenais d'autant moins que Géraldine est quelqu'un de plutôt réservé et de discret. Alors, lis, m'amour. Alors, je lis. Vous savez, la recette pour le bonheur, alors c'était il faut 2 pincées d'amour, 3 louches de tendresse, un tombereau de patience, enfin, etc., etc. Et tout le long, je lisais, je me dis, mais cette gamine est complètement allumée. Quand on va se trouver toutes les deux, je vais lui dire la suite. Et c'est seulement à la fin de la petite carte que d'un seul coup, je comprends, parce que la dernière ligne écrite à la main, et il faut laisser mitonner pendant 27 ans pour avoir une vraie famille. Et là, elle me dit, m'amour, je veux devant tous nos amis et toute notre famille te demander si tu veux bien m'adopter. Merci beaucoup pour ces moments de bonheur et d'émotion. Et je vais donner la parole à Catherine Malaval. Merci. Bon, il y aura moins d'émotion, je vous préviens tout de suite. Alors, je suis journaliste à Libération depuis plus de 25 ans. Et bien, j'ai suivi à peu près pas à pas à quel point les familles parentales ont gagné en visibilité, à quel point aussi cette visibilité est une arme de combat. J'utilise ce mot délibérément puisque des droits sont encore à conquérir. La PMA pour toutes promise mais toujours en attente et la GPA peut-être un jour. Cette visibilité, les médias, du moins nombre d'entre eux, y participent et c'est bien normal puisque c'est l'essence de notre métier de découvrir, de rendre compte, d'accompagner. Inutile de se lancer ici dans un débat sur l'objectivité, je préfère parler simplement d'honnêteté. Et il me semble qu'à Libération et dans d'autres journaux, nous avons tenté de suivre et de raconter avec honnêteté, donc, l'émergence de ce souhait de plus en plus partagé de fonder des familles. J'en profite d'ailleurs ici pour remercier la PGL, à qui j'ai souvent demandé de me mettre en relation avec des familles, parce que j'ai l'intime conviction que des visages, des paroles qui incarnent une situation donnée valent mieux qu'un grand discours proféré d'en haut. Et même si parfois, chaque fois que j'ai formulé ces demandes, j'étais un peu gênée quand même de demander de rentrer dans la sphère privée de ces familles. Et c'est quand même pénétrer dans l'intimité, la sphère privée, tout ça, c'est un peu délicat. Et je pense que ceux qui m'ont ouvert leurs portes, leur foyer, ont sans doute fait un gros effort pour la cause. Et je trouve ça très, très, très courageux. En fouillant dans nos archives, j'ai essayé de mesurer combien de fois on avait utilisé le mot homosexualité. Ça fait plus de 4000 articles depuis 1995 et la numérisation des archives. Et le mot homoparentalité, ça représente à peu près 285 articles, mais il est vrai que la visibilité de ces familles est plus récente. La première fois que nous avons utilisé le mot homoparentalité, c'était en 1995. À cette époque, on écrit dans Libération. Il y figure et je vous donne exactement la référence. Je vous donne la référence. Alors, c'était une interview de la psychanalyste Sylviane Jampinot qui affirmait que l'enfant n'a que faire de la conformité si ses parents sont cohérents dans leur choix, déjà. À côté de cette interview, il y avait un article qui commençait ainsi. Être homo et vouloir un enfant, point d'interrogation, cela arrive. En 2019, bien sûr, on ne commence plus les papiers comme ça, tant il semble acquis que oui, cela arrive, et qu'il ne s'agit pas d'une exception. Enfin, on pouvait lire un témoignage de Marc et Sylvie, tous deux homosexuels et parents d'une petite Mathilde.
Ce couple déclarait être resté très proche du modèle parental hétéro, autre époque. Ensuite a été utilisé le terme d'homofamille, tandis qu'est apparu le mot coparent. En fait, il faut attendre 1999 et une tribune de la sociologue Martine Gross et du coprésident de la PGL, Éric Dubreuil, pour que le mot homoparent, d'un seul tenant et entité à part entière, ne s'impose. Vous êtes d'accord ? D'accord. Au début, c'était séparé. Après, c'est devenu... Ça s'est réuni et je pense que c'est pas du tout anecdotique, en fait. Alors, c'est alors que les articles s'enchaînent, justement, maintenant qu'on a notre mot qui est bien façonné, avec toujours des témoignages qui permettent, au fond, de faire de la pédagogie et, d'une certaine façon, de banaliser. Il est d'ailleurs amusant de constater que tous les journalistes qui, à Libération, se sont succédés et ont traité ce sujet ont toujours posé les mêmes questions aux femmes et aux hommes qu'ils ont rencontrés. Comment votre enfant vous appelle-t-il ? Y a-t-il maman 1 et maman 2 ou papa 1 et papa 2 ? Comment ça se passe à l'école ? Comment faites-vous quand le parent non biologique doit emmener l'enfant chez le médecin, etc. Alors évidemment, ça peut paraître un peu risible, ces questions qui sont un peu toujours les mêmes, mais au fond, justement, elles sont simples et je pense que ce sont les meilleures parce qu'elles donnent à voir concrètement une réalité qui est souvent beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Donc au fond, ça permet de dédiaboliser, de décomplexer et au final de légitimer. Au fil du temps, dans la Libération et dans les autres médias, bien sûr, on voit aussi monter les revendications qui ont précédé la loi autorisant le mariage et l'adoption pour tous. 1998, on parle déjà des non-dits du futur pacte sur les homoparents, puis, pendant les années 2000, une très longue série d'articles est consacrée au retard français sur l'adoption homosexuelle, avec bien sûr un pic en 2012 et 2013. Tout au long de ces années, la visibilité des familles homoparentales se développe et s'installe de plus en plus confortablement. En tout cas, au sein de notre rédaction. Alors, il y a quelques années, quand il y avait les comités du matin, c'est le moment où on présente les sujets, il y avait toujours quelqu'un pour dire « mais quand même, 2 femmes et 2 hommes, 2 femmes ou 2 hommes avec un enfant, ça colle vraiment, etc. » Il y avait toujours des petites questions, des petites réflexions. Il n'y en a absolument plus jamais. Ou alors les gens évitent de me les faire, mais franchement, j'entends plus ça. Il semble que maintenant, ce soit acquis, posé, c'est un consensus. En fait, une éducation s'est faite via les témoignages et les interviews d'intellectuels sur le sujet. Je pense notamment aux sociologues Martine Gross, Dominique Mel, Irène Théry, Jérôme Couduriès, la psychanalyste Geneviève de Lézide-Parseval qui tient une chronique régulière dans nos colonnes, à la juriste Laurence Brunet, toujours disponible, et tant d'autres. Je souligne au passage que la question du juridique est de loin la plus difficile à traiter pour nous. Les avancées devant les tribunaux dont on nous fait souvent part, notamment via les avocates Caroline Mécari ou Clélia Richard, sont à l'évidence des conquêtes pour les familles, mais elles sont les plus difficiles à vulgariser, sauf à pouvoir, encore une fois, les incarner et les transcrire concrètement. Ceux qui se battent finissent par manier parfaitement le vocabulaire du droit. Les lecteurs, souvent, ont plus de mal. Les journalistes aussi. Il reste énormément de pédagogie à faire dans ce domaine. Dès que j'écris le mot filiation dans un papier, soit on me demande de faire plus simple, soit on me demande d'expliquer concrètement. Alors évidemment, à l'arrivée, ça rallonge le papier et ça complique. Et alors, dès que surgit la formule transcription à l'état civil français, quand il faut évoquer les enfants nés de GPA, je vois bien qu'il va falloir que je prenne de la place pour bien expliquer de quoi il s'agit. Bref, je le redis, il n'y aura jamais trop de pédagogie sur le juridique, tant à destination des journalistes, nous d'abord, et du grand public pour qu'on puisse aussi leur transmettre. Enfin, je terminerai sur la PMA pour toutes et sur la GPA. Au fil des années, particulièrement à compter de la fin des années 1990, la question de la PMA pour les couples de femmes monte. Alors c'est d'ailleurs amusant de constater qu'au début, il y a toujours un glossaire pour bien expliquer ce qu'est une insémination artificielle avec donneur. Bref, le comment ça marche est très très présent. Il n'y a quasiment pas un article où il n'y ait pas les petits mots derrière ou la petite note pour bien expliquer. Hein ? Le dessin aussi. Ou le dessin aussi, le petit crowbar pour bien comprendre. Je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Après le comment ça marche, oui,
il y a le début des débats, et puis là aussi, c'est le moment où les journalistes commencent, plutôt que de faire les petits dessins, ils vont en Belgique pour faire des reportages. Il y a énormément de reportages qui ont été faits, et c'est formidable, puisque bien sûr, ça a aidé à comprendre, à déminer, à vulgariser, ce qui est quand même notre but. Alors, si nous en avons beaucoup parlé, évidemment, à Libération, pendant les débats sur le mariage pour tous, nous en avons beaucoup parlé, et c'est même devenu une sorte de combat et d'engagement du journal. En 2014, on a notamment publié un manifeste de femmes fraudeuses qui avaient donc eu recours à une PMA, soit à l'étranger, soit par d'autres moyens. C'est un numéro qui a fait grand bruit, qui a suscité pas mal de débats au sein du journal, mais qui s'est très mal vendu. Et franchement, on a été fort marris et très désolés que ça se passe comme ça, mais n'empêche qu'on continue et on continuera. C'est un sujet que nous soutenons, bien évidemment. Pour le coup, toute la rédaction, notre rédacteur en chef, tout le monde. Même si notre position de journaliste exige toujours quand même une certaine distance, et même si nous sommes, par honnêteté, justement, aussi contraints de faire part des oppositions, même si elles sont à minima parfois très agaçantes. Enfin, pour en revenir toujours à Libération, la GPA, en revanche, ne fait pas unanimité dans notre journal, sauf sur la question de reconnaître pleinement les enfants incinés. Pour autant, c'est un sujet, je pense, qui est assez visible, qui est traité, qui est discuté, et je m'en réjouis, parce que je pense que ça signifie que notre journal n'a pas de tabou. Voilà. Alors merci. Et alors j'ai compris que les journalistes faisaient partie de la société et avaient besoin d'être éduqués comme l'ensemble de... Absolument. Voilà, d'accord. Tout à fait, nous sommes comme vous. Merci. Alors donc je vais passer la parole à Doan Lui. Merci. Donc effectivement, je vous propose d'illustrer l'importance de la visibilité des familles homoparentales dans la lutte contre l'homophobie et pour l'évolution de leurs propres droits. Ceci nous amène en fait à considérer que ça fait aussi avancer notre société vers plus de tolérance de la diversité, des différences et donc du vivre ensemble. Alors la présence des familles homoparentales, comme l'a très bien expliqué Madame Malaval dans les médias, en fait elle repose sur le travail d'une cellule, c'est la cellule de communication de la PGL, qui est très fortement sollicitée donc par les médias, aussi bien donc par Libération en presse écrite que par des médias radiophoniques, télévisuels et maintenant de plus en plus au niveau Internet aussi. Et ceci pour aider justement à trouver des personnes qui pourraient témoigner de leur parcours et de leur situation familiale. Ça permet en fait de développer du matériel vidéo, des films, des reportages, mais ça permet aussi éventuellement de répondre à des sollicitations d'artistes qui voudraient par exemple faire des expositions de photographie. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller dans la salle des tentures ou des tapisseries, des textiles, merci, c'est un petit peu la même idée, où il y a actuellement une exposition avec 3 artistes photographes, ainsi qu'une artiste qui expose un miroir avec Fils 2. Voilà. Donc ça permet en fait au grand public de prendre conscience de la réalité de l'homoparentalité et de tordre le cou à certaines idées reçues, etc. Donc de rétablir finalement la réalité. Et surtout, ça permet en fait aux principaux intéressés de prendre la parole et, comment dirais-je, de ne pas laisser aux autres la possibilité de répondre à leur place. Alors cette présence s'effectue aussi sur les réseaux sociaux. Ce que je tenais aussi à préciser, c'est que la PGL fait un effort de communication aussi par des communiqués de presse qu'on essaye d'être le plus pédagogue possible, parce qu'on sait que notre combat, il faut qu'il soit vulgarisé, puisque comme vous l'avez très très bien expliqué, en fait, il y a des concepts juridiques, sociaux, etc., qui sont très 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 compliqués. Et on a tous et toutes fait l'expérience de devoir expliquer à notre entourage, et parfois les gens disent oh là là, c'est très intéressant, mais c'est très très compliqué. Donc il faut vraiment faire un vrai effort de pédagogie, de vulgarisation.
Ces familles homoparentales, elles changent vraiment notre société par leur visibilité de tous les jours, vraiment de tous les jours, comme l'a très bien expliqué Brigitte Cellier, parce qu'elles interagissent donc à l'école, dans son environnement proche, c'est-à-dire les professeurs, les personnels éducatifs, les parents d'élèves. N'oublions surtout pas que les parents d'élèves, eux aussi, sont impactés directement quand un enfant d'une famille homoparentale invite son camarade ou ses camarades à son anniversaire ou à d'autres activités. Ces parents d'élèves, eh bien, ils sont en contact avec des familles homoparentales. Et moi, je pense que c'est vraiment de très très bons ambassadeurs, nos enfants, vis-à-vis de cet aspect-là. Et donc, évidemment, comme très bien expliqué aussi Brigitte, lors de mariages, de rencontres familiales. Je voudrais juste aussi vous donner un autre éclairage un peu plus local. Avant la loi mariage pour tous, ces familles homoparentales n'étaient pas, comment dirais-je, reconnues dans le circuit des différentes municipalités. Quand on inscrit en fait un enfant à l'école, avant le mariage pour tous, il y avait 2 colonnes, père et mère. Voilà, c'était très très simple, c'était père et mère. Sur la ville de Montpellier, sous la municipalité de Madame Hélène Mandroux, la PGL a demandé si c'était possible, de modifier ces formulaires d'inscription des enfants à l'école, en tenant compte de la réalité des familles. La municipalité a trouvé ça comme une très bonne idée. Elle s'est tournée vers son service juridique qui a levé les bras au ciel en disant non, c'est absolument pas possible. Il a fallu une volonté politique pour que ces formulaires soient modifiés. Et au final, ces formulaires indiquent sur 2 colonnes père, mère et tuteur sur les 2 colonnes, c'est-à-dire qu'il y a possibilité en fait de faire apparaître 2 fois mère ou 2 fois père sur ces 2 colonnes, et ici ajouter en fait une autre partie qui est autre personne physique ou morale contribuant à l'éducation de l'enfant. Donc là, il y a déjà ici la notion de pouvoir intégrer toutes les personnes qui participent donc à l'éducation de l'enfant. Donc vous voyez que ces actions militantes ou permettent en fait de faire évoluer premièrement nos politiques, notre société, et vers plus de reconnaissance de ces familles. Ces familles changent aussi notre société vers plus de tolérance en menant des combats juridiques. Donc le combat effectivement de Brigitte Cellier montre bien qu'il y a un combat à mener du point de vue des droits sociaux, mais il y a aussi, antérieurement à ça, il y avait d'autres combats, comme par exemple la possibilité pour le parent social d'adopter l'enfant de son conjoint pour ces couples ayant recours à la PMA. Donc ça a défrayé beaucoup la chronique, et justement les médias ont fait beaucoup écho de ces situations de parents sociaux qui n'ont pas pu adopter l'enfant du conjoint parce que des décisions de justice de magistrats, on va dire conservateurs, les en empêchaient. Et donc c'était vraiment des batailles, d'ailleurs que soit dit en passant, que la PGL a soutenu financièrement, psychologiquement, aussi par son service juridique. Il y a aussi évidemment le combat qui est mené pour les parents qui ont eu recours à la gestation pour autrui. Donc ces familles sont vraiment pionnières en termes de combat dans un système judiciaire, et ça permet en fait de faire changer la façon de concevoir des magistrats. Parce qu'effectivement, quand les magistrats doivent juger, et puis après qu'ils ont sur leur table ou devant eux ces personnes-là, en fait, ça fait vraiment changer leur façon de voir, leur façon de concevoir la parentalité. Et donc, de ce point de vue-là, la PGL, de mon point de vue, accompagne vraiment très bien ce changement de société. Et donc, actuellement, récemment, il y a justement la bataille concernant la possession d'État, qui sera d'ailleurs abordée dans une des tables rondes cet après-midi. Cette visibilité, elle s'inscrit aussi au niveau institutionnel, comme l'a très bien montré Madame Odile Pelé-Printanier, donc du CNAFAL. Donc au niveau national, la PGL, elle assure une visibilité auprès des pouvoirs publics, donc par des auditions au niveau du Parlement, des ministères, défenseurs des droits, au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, puisqu'elle y siège justement, mais aussi au niveau de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Et au niveau local, on a actuellement 20 sections départementales qui sont agréées par des UDAF, Union départementale des associations familiales, comme l'a expliqué Madame Pelé-Printanier.
Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nos adhérents sont des membres actifs de ces UDAF. Ils y siègent, par exemple, en tant qu'administrateurs. Donc, sauf erreur de ma part, décidément, je ne sais pas pourquoi je suis Brigitte Cellier est administratrice de l'UDAF du Puy-de-Dôme. On a dans la salle d'autres personnes qui sont administratrices des UDAF. Et ces UDAF, en fait, demandent à nos membres actifs de pouvoir la représenter dans différentes instances. Et comme l'a très bien indiqué Madame Pelé-Printanier, eh bien, vous avez des membres de la PGL qui sont représentants de l'UDAF auprès, par exemple, de la CAF, de la CPAM, même du Conseil de famille. Alors, pourquoi je vous dis ça? D'un sujet sociétal où se positionne très fortement la PGL, elle va vers un sujet social. Parce que quand un représentant de la PGL siège, par exemple, auprès de la CAF, comme vous le savez, elle donne des prestations, des allocations familiales, vous avez la prime d'activité, vous avez le RSA. Donc là, on est plus sur le sujet homoparentalité au sens strict, mais on est au niveau de la famille, le sujet familial au sens un peu plus large. Donc d'un sujet sociétal, on va progressivement vers un sujet social. Voilà. Cette adhésion auprès des UDAF, cet aspect de représentation, ça constitue finalement une forme de reconnaissance du rôle de la PGL et des membres de la PGL dans l'institution familiale, dans le mouvement familial. Et donc ça peut apporter une vraie plus-value pour notre société. Alors cette reconnaissance, elle a été personnalisée récemment, comme vous le savez, par l'obtention de la Légion d'honneur à notre vice-présidente, Madame Marie-Claude Picarda. Et donc, je dirais en conclusion que l'État, finalement, en acceptant que les familles homoparentales soient représentées, soient reconnues dans les instances, elle transforme notre société vers plus de tolérance et diversité et donc un mieux vivre ensemble. Merci de votre attention. Merci. Bon, merci beaucoup. Et c'est vrai que, alors là, je vais parler pour le planning familial, vous apportez quelque chose qui complète allègrement, j'allais dire, et de façon très importante, à une déconstruction d'un modèle familial et à une visibilité d'autres modèles. Et nous avons aussi toutes les familles recomposées qui mettent tout plein de nuances et de situations différentes. Et vraiment, c'est pour ça qu'on est vraiment... j'étais vraiment très heureuse de vous entendre. Je vais passer la parole à Émilie Bourdon, donc, pour une action locale des Pays de Loire. Bonjour. Alors déjà, je tiens à remercier la PGL pour nous avoir invités à ce colloque. C'est vrai qu'on va pouvoir, je l'espère, pouvoir apporter un focus un peu plus territorial, un peu plus ciblé sur les actions militantes finalement qu'on peut organiser pour forcément déconstruire déjà la norme qui nous est imposée en termes de parentalité et puis forcément de comment est-ce qu'on fait collectif entre les structures. Donc déjà, NOSIG, pour reprendre un petit peu qui on est le centre LGBTI+ de Nantes. Donc on est sur le territoire nantais, on œuvre un peu plus, on essaie d'œuvrer un peu plus que le territoire nantais, on essaie d'aller vers Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, etc. aussi, de pouvoir descendre un peu plus, mais on a une action forcément de terrain et pour reprendre un petit peu ce qu'on fait, on est tout d'abord une fédération d'associations dont la PGL bien évidemment fait partie. Cette volonté de forcément faire corps, faire collectif, elle est très importante parce que c'est vrai que quand on voit tous les enjeux qui sont devant nous, on a une ligne directrice, un mot d'ordre, c'est de se dire que finalement on est toujours plus efficace si on est ensemble, même si chaque structure a ses spécificités, ses thématiques d'action. On a besoin d'avoir un mouvement commun, d'avoir un mouvement qui se veut le plus fort possible pour finalement être le plus audible et derrière obtenir de nouveaux droits. Donc des associations déjà qui prennent part aux décisions de la structure, auxquelles on apporte forcément des soutiens logistiques, des soutiens forcément aussi d'amplificateurs de revendications.
On a également des commissions de travail en interne, des commissions qui forcément sont plus spécifiques. Alors on en a une sur la question, alors au départ c'était juste PMA, on l'a élargi globalement sur la parentalité, sur les parentalités pour pouvoir avoir des actions bien précises et pouvoir coordonner des équipes localement et mettre en place des actions concrètes sur le territoire. Il y en a bien évidemment d'autres. Vous prenez la commission santé, une commission sur le droit d'asile, etc. Afin que le centre puisse être le plus pluridisciplinaire possible et puisse répondre à toutes les problématiques des personnes LGBTI+. Au-delà de ça, on a forcément des événements, parce que la visibilisation, ça passe aussi par des événements, des actions pour le grand public. Alors forcément, où il y a les fameuses marches des fiertés qu'on connaît, qui se déclinent dans pas mal de territoires, mais c'est un temps qui est vraiment très important. Ça peut paraître un petit peu, c'est un événement qui est forcément ponctuel, mais qui a énormément de retentissement localement. C'est vrai que nous, l'année dernière, on a fait le choix d'avoir le mot d'ordre sur l'élargissement de la PMA pour toutes et tous dans la Internet Pride. Et c'est important, c'est pas seulement du symbolique, c'est vraiment derrière pouvoir toucher un maximum et pouvoir aussi faire une certaine pédagogie auprès des territoires et faire en sorte que ça soit une problématique que la société, auquel la société s'empare. Il y a forcément des conférences, ça va passer aussi par des réunions d'information auxquelles la PGL fait forcément également beaucoup, mais auxquelles on est des relais, réunions d'information, des groupes de parole et d'écoute, des interventions au milieu scolaire, très important. On parlait beaucoup de l'éducation et pour nous c'est vraiment un angle qui est primordial. Si on n'intervient pas dans les écoles, si on n'intervient pas auprès du corps enseignant, si on n'intervient pas auprès de l'administration des écoles, si on n'intervient pas auprès de facto des parents d'élèves, on manque un coche qui est très important, de se dire que finalement, comme tu disais très bien Doane, les enfants sont les premiers ambassadeurs aussi du changement, et se dire qu'on a besoin de construire une génération qui de fait est plus tolérante et de fait se pose les questions de déconstruire les normes, mais aussi de pouvoir lutter de façon très pratico-pratique contre le harcèlement. C'est vrai qu'il y a aussi des jeunes aujourd'hui dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées qui subissent du harcèlement, qui subissent des discriminations parce que ils ont deux mamans, ils ont parfois même aussi deux papas et tous les autres schémas de famille qu'on peut retrouver. Et c'est important d'ailleurs de pouvoir déconstruire tout ça et faire que ces jeunes aussi évoluent dans un cadre le plus safe possible. Et on met en place bien évidemment des permanences. Les permanences, c'est très important. On aiguille un maximum, donc c'est vrai que quand on a des personnes qui viennent sur les problématiques de parentalité, on aiguille bien évidemment vers la PGL, mais voilà, de pouvoir avoir un suivi sur le long terme. Donc ça c'est un petit peu pour présenter Nozick, pour présenter les actions qu'on a, présenter un petit peu notre cadre. Après c'est vrai que sur le volet action pratico-pratique sur le terrain, donc comme je disais, nous le plus important c'est de faire collectif, c'est de pouvoir peser sur les débats. Donc on a pu, si on prend l'actualité, intervenir localement en lien avec forcément les états généraux de la bioéthique, puisqu'il y a eu des appels à contributions locaux qui ont été lancés. Donc forcément le centre Nozick avec APGL et d'autres structures y ont participé. On a bien vu qu'on n'était pas forcément beaucoup écouté, ça c'est ce qui s'est ressenti nationalement, mais même localement c'est le cas. On nous a bien fait comprendre que de toute façon ils prenaient en note, mais que concrètement ça ne servait pas à grand chose. Mais c'est important de pouvoir y être, et même en termes de débat, si vous avez suivi ou si même vous y avez participé, vous avez pu voir que les débats autour de la question de l'AMP plus globalement étaient relativement féroces. On avait quand même une montée et une grosse arrivée massive des anti qui ont parasité, qui ont globalement voulu retourner à leur avantage les temps de débat qui étaient mis, même si nous on avait un peu du mal à croire en la bonne volonté de ces outils de débat. Mais en attendant, on a fait en sorte qu'à Nantes, la majorité de la salle soit de nos réseaux, ce qui a beaucoup changé les choses. Par exemple, si vous suivez par exemple ce qui s'est passé à Angers, où il y a eu des propos très graves qui ont pu être tenus, où il y a eu forcément c'était tout sauf, les résultats étaient tout sauf objectifs. On savait très bien que c'était Manif pour tous qui drivait tout. Là, au moins, on a pu, et ça c'est le plus important, faire entendre la voix des familles. Parce que finalement, c'est là où on a une plus grosse difficulté, c'est que souvent la parole, elle est confisquée, que ce soit les débats des états généraux de la bioéthique, mais même plus globalement, on va avoir beaucoup de structures, d'institutions, etc., qui vont s'emparer de la question, mais qui vont parler à la place des familles et qui vont pas leur laisser la voix. Et ça, c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on a mené cette action, j'ai envie de dire un peu coup de poing. On a ramené le maximum de familles possibles, on a rassemblé le maximum de nos réseaux d'action pour pouvoir faire en sorte que les débats, quitte à s'en saisir, au moins ça sera une parole concernée qui pourra se poser, et en espérant que forcément elle puisse infléchir les résultats. Donc je disais bien sûr laisser la place aux familles, ça c'est le plus important.
Je reprends mes notes. Forcément, d'ailleurs, pour pouvoir encore une fois aussi être ambassadeur et s'assurer que derrière le combat il soit bien pour toutes et tous. On essaye aussi de faire en sorte d'avoir une pédagogie sur le fait que œuvrer pour l'égalité des droits en termes de parentalité, finalement, ça nous concerne toutes et tous. Parce que nous, on a même des problèmes en interne de structure. On a beaucoup de membres qui nous disent, mais moi, en fait, je cherche pas à être parent, ou je veux pas être parent, et en fait, j'en ai rien, enfin, ça me concerne pas, je vais pas m'y investir. Et c'est comment derrière, on refait une pédagogie, même au sein de nos propres réseaux, pour expliquer que finalement, la famille, c'est un angle, mais qu'il faut le voir sous un volet beaucoup plus global. C'est une question juste d'égalité des droits. À ce moment-là, qu'on veuille ou non fonder une famille, ça relève de l'intime, et que derrière, ce qu'on veut, c'est l'égalité des droits, c'est faire en sorte qu'on lutte contre les discriminations, et que là-dessus, on peut toutes et tous s'y retrouver. Si on fait des reculs, ou si on n'avance pas assez sur ces questions-là, on peut vraiment balayer plein d'autres de nos revendications qui sont à côté, et que c'est important de pouvoir avoir, encore une fois, un réseau collectif et uni sur ces questions. En termes d'action, forcément aussi, il va y avoir de l'interpellation politique et publique. On a pu organiser, alors ça va faire écho. Alors, c'était notre ancien député, monsieur De Rugy, que vous connaissez maintenant en tant que ministre de la transition écologique, qui était donc anciennement député, auquel on l'a interpellé publiquement il y avait l'année dernière sur notamment les questions de PMA, pour qu'il nous donne son avis, pour qu'il s'engage en tant que député de faire forcément avancer le travail vers les législateurs. Bon, j'ai envie de dire. Ça l'arrange bien maintenant d'être ministre, puisqu'il a pu forcément répondre sur ces questions-là. Voilà, ça l'arrange bien aujourd'hui de ne pas avoir à nous répondre et de dire qu'il a plein d'autres choses à faire, et j'en doute pas qu'il est bien occupé en ce moment. Mais c'est vrai, voilà, il y a tout un volet derrière de pouvoir engager les législateurs avec nous, parce qu'on sait bien que c'est aussi vers ce volet-là que beaucoup de choses vont changer, et c'est dire que on va faire aussi rapport de force auprès des législateurs. On a aussi la chance, nous, à Nantes, d'avoir une municipalité qui a affirmé formellement qu'elle était pour l'élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Ça peut paraître anecdotique, encore une fois, mais c'est très important d'avoir des relais aussi politiques qui nous soutiennent. Action de terrain, bien évidemment, on continue à faire des manifestations, des rassemblements, des temps forcément de sensibilisation auprès du grand public. Tout ça, c'est intéressant, et on essaye aussi de pallier à une difficulté qu'on retrouve tout le temps dans nos réseaux, c'est que finalement, on est trop dans de la réaction. Aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on attend que les enfin on n'attend pas, c'est pas volontaire, mais on est dans une logique où c'est quand les attaquent qu'on réagit. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on construit des nouveaux outils, des nouvelles actions pour que derrière on soit fer de lance sur ces questions-là, et qu'on ne laisse pas la manif pour tous et ses apparentés grignoter le débat public, alors qu'ils le font déjà, puisqu'ils sont notamment sur le territoire beaucoup implantés, et qu'ils jouent aussi d'un lobby très très fort, et que derrière, voilà, on a besoin, nous, de se réapproprier le terrain. Je permettrai juste aussi de prendre un exemple très local à Nantes. Je ne sais pas si vous avez suivi, ça va permettre de conclure, mais sur la question forcément de la GPA, c'est dur de passer à côté. Le centre LGBTI+ de Nantes, et notamment via le biais de la mairie de Nantes, qui nous alloue une subvention de fonctionnement, a été attaqué il y a peu au tribunal administratif par une plaignante qu'on sait très bien est dirigée par la Manif pour tous, même si c'est pas dit forcément de façon aussi objective, a été attaquée sur sa demande sur sa subvention, et parce que la PGL, auquel bien évidemment le centre était partenaire, avait organisé une réunion d'information sur la GPA dans nos locaux. Ça a été quand même une histoire assez rocambolesque, parce que encore une fois c'était une réunion d'information, il n'y avait pas de... parce que c'est un sujet qui est quand même relativement très sensible avec la justice aujourd'hui, c'était pas une promotion de la GPA, contrairement à ce qui a été avancé par les tribunaux. Et ça a posé de grandes difficultés dans la mesure où on a perdu en première instance. La ville de Nantes a été condamnée pour promotion d'une pratique illégale qui est la GPA, parce qu'il y a eu une réunion d'information dans nos locaux. Donc c'est quand même un antécédent qui était relativement grave. Alors il y a eu forcément des évolutions dans le jugement, on est passé en appel, on a gagné en appel, ils vont jusqu'au Conseil d'État, donc on ira jusqu'au Conseil d'État. Mais en attendant, c'était quand même une sacrée brèche qui était ouverte auprès des associations comme les nôtres, et même de toutes les associations en général, où on se dit que si aujourd'hui on n'est pas en capacité
de pouvoir discuter, de pouvoir débattre, alors en plus de là pour le coup d'avancées, de droits, de revendications, etc. Ça pose de gros problèmes pour derrière la liberté tout simplement des associations. Nous, c'est ce qu'on disait, on prenait comme exemple, avant 2013, avant le mariage pour tous, les associations LGBTI+, et plein d'autres forcément structures œuvraient déjà pour que ça soit un droit qui soit effectif. C'était quelque chose d'illégal à l'époque, et pourtant, bien évidemment, et heureusement, on n'avait pas à être condamné parce qu'on portait des nouvelles revendications. Sinon, on serait bien bloqué dans notre pays et on pourrait pas forcément avancer. Donc voilà, pour dire que c'est quand même toujours un sujet qui est compliqué à aborder, auquel on a de grosses difficultés devant nous, et c'est pour ça qu'on continue avec les structures, que ce soit des structures membres de NOSIC et bien évidemment des partenaires, je pense bien évidemment au planning familial qui est à côté de moi, mais il y en a bien évidemment d'autres, de faire corps, de faire mouvement, et c'est ça qui nous fera remporter finalement de nouvelles victoires. Merci beaucoup. Donc, et heureusement, nous pouvons continuer à parler de choses illégales en France, et nous continuerons à le faire parce que c'est tout à fait important. Donc, la parole est à la salle, donc, maintenant. J'ai une première question qui vient de l'Internet. C'est Chloé qui nous la pose, qui assiste à la conférence depuis son écran. Elle voudrait connaître la référence du livre qu'a évoqué Brigitte. Alors, le livre s'appelle « Maman, Mamour, c'est deux mamans » ou « Comment grandir dans une famille homoparentale » et il a été édité aux éditions Anne Carrière. Merci. Il y a 10 ans. Merci. Voilà. Vous pouvez trouver facilement sur Amazon ou éventuellement Dominique en a pris 2 ou 3 exemplaires, mais je crois qu'il y a quelques informations qui sont évidemment plus d'actualité, heureusement, puisqu'il n'y avait pas le mariage pour tous à l'époque, mais je crois que globalement, grandir dans une famille homoparentale il y a 10 ans et aujourd'hui, ça pouvait être quand même très très proche. Alors, moi j'ai pris le micro, donc Marie-Claude Picarda, je suis coprésidente de la PGL et je voulais dire que je suis particulièrement sensible à cette table ronde. On a vu des tables rondes qui se sont suivies hier et on a eu en plus la chance d'avoir, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nombreux et qui ont assisté, qui sont ici présents et qui ont assisté au film hier soir. Et je trouve que vous vous rendez assez bien compte là dans cette table ronde. Et je suis d'autant plus contente que j'ai participé à l'organisation du colloque et qu'en fait de vous entendre, ça nous renvoie quelque chose de très différent, y compris de ce qu'on voulait, c'est-à-dire à la fois on voulait quelque chose, mais on se rend très très bien compte en vous entendant là tous et toutes de la longueur de travail et de la patience qu'il faut pour faire émerger des questions et pour les ancrer dans la société, et comment il s'agit vraiment d'un travail de terrain collectif, et comment le travail des associations est un travail permanent et qui n'est pas toujours mis en valeur, et que finalement on est bien content d'avoir fait notre colloque parce que on se sert nous-mêmes, on rend compte nous-mêmes du travail qu'on fait, mais on a vraiment là un espèce d'aller-retour entre l'individuel et le collectif. C'est ce qu'on voulait dans nos tables rondes, mais par ce travail associatif et par la voix que vous donnez, vous, Madame Laval, par de l'écho que la presse ou les médias peuvent donner justement à tout ça, et les interassociatifs qui sont représentés là, je trouve qu'on se rend compte à quel point c'est un travail de terrain permanent et que les associations sont des relais fondamentaux dans tout ça, et que les gens doivent donner d'eux-mêmes, au niveau individuel, y compris parfois se faire un peu violence, trahir leur propre intimité pour pouvoir porter leur voix et sortir de la clandestinité. Et c'est un vrai travail d'histoire qui rend compte un peu ce qu'on a voulu faire hier en faisant ce film, qui est un travail qui vient porter la mémoire de la PGL et des familles homoparentales à travers notre association, quoi. Voilà, c'est vraiment ce que m'évoque. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Les familles acquises de leur visibilité. Je suis Eddy Sfaxi et c'est moi qui m'occupe de l'adoption au sein de la PGL. Et donc, je voulais rendre visible aussi le problème que l'on rencontre au niveau de l'adoption, puisque les familles sont plutôt pilotées par
des membres de l'UNAF, et que aujourd'hui, au niveau des couples homosexuels qui peuvent adopter, certains réussissent à adopter, ils adoptent quasiment constamment, difficile d'avoir des chiffres, des enfants liés à la spécificité, et la spécificité généralement est la séropositivité. En fait, ton micro ne fonctionne plus, alors je vais te donner un micro qui fonctionne. Désolée de te couper, Eddy. Bon, alors je reprends. Donc les familles actrices de leur visibilité. Donc je voulais rendre visible aussi aujourd'hui les problèmes que nos familles rencontrent au niveau de l'adoption. Je m'occupe de l'adoption au sein de la PGL. Et aujourd'hui, si certains couples homosexuels arrivent à adopter, c'est a priori, je mets des guillemets parce qu'on n'a pas de chiffres et on n'a pas de retour exact, mais tous ceux avec qui j'ai pu échanger, ce sont à chaque fois des enfants dits à spécificité, et la spécificité est constamment la séropositivité, comme quoi famille homosexuelle et séropositivité sont associées, ce qui pose quand même un gros problème. Il y a un deuxième problème qui se pose au niveau de l'adoption, c'est l'adoption par des personnes seules. En l'occurrence, les personnes seules ont le droit d'avoir un agrément, mais visiblement l'agrément n'a pas la même valeur que l'agrément d'un couple hétérosexuel. Sur Paris, en l'occurrence, 27% des agréments donnés en 2016 sont donnés à des personnes seules, mais le Conseil familial de Paris refuse que lui soient présentés les dossiers des personnes seules. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu une généralité sur toute la France. Donc éthiquement, je suis papa d'un enfant que j'ai adopté au Vietnam. Aujourd'hui, mon dossier n'arrive pas au conseil familial pour une deuxième adoption. Est-ce que je suis un assez bon parent pour être parent d'un enfant étranger, mais pas d'un enfant français? Ou alors, est-ce qu'un enfant étranger a moins de valeur qu'un enfant français? C'est les questions que je me pose. Je veux bien répondre par rapport à une petite précision sur les conseils de famille. Ça a été évoqué tout à l'heure. Dans pratiquement tous les conseils de famille, il y a une place qui est réservée à l'UNAF au niveau national et dans les UDAF. Et je rebondis sur ce qu'a dit Doane tout à l'heure. Ces conseils de famille vont être renouvelés en fin d'année. D'où l'importance que vous rentriez dans les UDAF. Alors je rappelle que l'entrée dans les UDAF se fait plus facilement quand il y a des présidences de CNAFAL qui sont là. C'est le cas dans l'UDAF de Doane, et donc c'est un peu plus facile. Malheureusement, on n'a pas énormément de présidences d'UDAF, mais cependant, et moi je l'ai vu dans mon UDAF, le fait que nous y soyons a participé à ce que la PGL puisse avoir un agrément relativement facilement. Donc, ils doivent être renouvelés en fin d'année. Donc, avec l'agrément de la PGL qui devrait arriver officiellement vers le mois de mars, il va falloir jouer un peu contre la montre pour que vous puissiez avoir des places dans ce conseil de famille. Dans le film d'hier soir, j'ai retrouvé avec plaisir une maman d'une petite fille qui justement avait des difficultés au niveau du conseil de famille pour faire qu'elle puisse adopter le petit frère. Et je suis intervenue là à ce moment-là au niveau des personnes de l'UDAF avec beaucoup de difficultés. Ça s'est pas fait tout de suite parce qu'elle voulait rien entendre par rapport justement au fait que ce soit dans une famille homoparentale. Donc voilà, je crois que c'est important et vous y avez toute votre place. Alors si ça peut aussi vous aider, dans un certain nombre d'UDAF, les personnes présentes ne se précipitent pas pour siéger au conseil de famille. Donc vous avez des chances. Bonjour, Cécile.
Je voudrais témoigner et revenir sur quelque chose qui a été dit sur les associations de parents d'élèves, qui était très importante parce que nous, on vit en milieu rural et à travers l'APE, on voit bien comment effectivement la visibilité est importante et la normalisation de nos familles se fait quasiment toute naturellement. C'est plutôt positif, mon témoignage là, vraiment positif. Également sur les relais d'assistance maternelle, où la nounou rencontre d'autres nounous, et on est passé progressivement du statut des deux mamans au statut des parents, vraiment de façon tout à fait. Voilà, la violence qu'on a pu subir, elle est pas venue de là, elle est venue de la justice, elle vient de l'État. Mais au quotidien, les associations de parents d'élèves, les associations locales aussi en milieu rural, nous on milite, on a monté une UDAF aussi dans le Lot, on milite pas mal sur le terrain et il est vrai qu'au travers de tout ça, on est complètement mélangé avec tous les autres modèles parentaux qui coexistent à nos côtés, et on réussit, je pense, à faire passer l'objet de nos mobilisations avant la forme que nos familles prennent, et je pense que ça avance correctement. Encore une fois, je vous dis, les violences que nous avons subies, on y reviendra tout à l'heure dans l'autre table ronde, elles sont venues de la justice et de l'État. Merci. Oui, moi je voulais juste rebondir sur donc l'intervention précédente de notre responsable du groupe adoption et rebondir aussi à ce que disait Marie-Odile. Donc effectivement, la présence de la PGL dans ces structures-là est vraiment très importante. Et je voudrais juste vous donner un petit exemple pour illustrer ça. Dans les départements de l'Hérault, jusqu'à une date récente, à notre connaissance, il n'y avait pas eu d'apparentement entre un pupille d'État, donc ce sont ces enfants qui sont confiés à l'ASE, avec un couple de personnes de même sexe, même si ces couples de personnes de même sexe obtenaient l'agrément. Donc par exemple, sur notre section 34 de l'Hérault, on avait un nombre assez conséquent de couples d'hommes qui obtenaient l'agrément. Donc on s'est un petit peu étonné de ça parce que dans d'autres départements, donc je pense par exemple dans le 75, dans le 49, dans le je me rappelle jamais, dans le 13, dans le 59, par exemple, dans le département du Nord, il y avait à notre connaissance plus de 3 adoptions par des couples de même sexe. Alors dans le 34, Hérault, c'est quand même Montpellier, c'est quand même un environnement assez ouvert d'esprit. Premier mariage de personnes de même sexe en France, municipalité très ouverte, conseil départemental extrêmement ouverte, plutôt gauche, etc. Donc on s'en est ému auprès du conseil départemental avec l'appui de certains conseillers départementaux et voilà. Et comme par hasard, quelques semaines, 1 mois, 2 mois après notre intervention par une lettre en bonne et due forme auprès du président du conseil départemental, nous apprenons, et nous par un réseau amical, mais aussi par une association d'adoption, qu'il y a eu un apparentement d'un pupille d'État avec un couple de personnes de même sexe. Donc nous avons eu vraiment confirmation, et donc ça veut dire que c'est du dur, hein, si je puis dire, comme information. Alors, juste cet exemple pour vous illustrer que finalement, l'absence d'une structure comme la nôtre dans des instances, c'est pas forcément très très bon, en fait, pour faire évoluer comment dirais-je, la loi, notre société. Parce que dans des instances où justement ces décisions sont prises en catimini de façon confidentielle, où il ne peut pas y avoir un regard externe et vigilant pour que la loi soit respectée, parce que je voudrais juste vous rappeler que la loi du mariage pour tous et adoption, la loi Taubira du 17 mai 2013, permet justement l'adoption donc de pupilles d'État par les couples de même sexe. Et d'une façon un peu plus large, comme le disait très très bien notre responsable de l'adoption, la loi n'interdit pas aux personnes célibataires de pouvoir adopter des pupilles d'État. Voilà. Donc voilà, je boucle la boucle avec son intervention. Et donc effectivement, ce que nous dit Marie-Odile sur le fait que la PGL doive être présente dans ces instances-là, c'est vraiment très important
pour faire vraiment appliquer la loi dans toute sa dimension. Alors après, je veux juste rebondir sur l'intervention de la précédente concernant la visibilité de nos familles, etc. Alors il faut que vous le savez tous, mais cette visibilité, parfois, elle peut avoir un coût. Et le coût, il peut être porté sur nos propres enfants. Quand nos propres enfants disent « oui, effectivement, on a 2 mamans, 2 papas », parfois, ça peut très très bien se passer et parfois, ça peut difficilement se passer. Ils peuvent être chahutés et donc, de mon point de vue, il faut aussi armer nos enfants sur cette réalité et donc leur donner quelques outils pour pouvoir répondre, pour pouvoir expliquer de façon pédagogique, etc., à leurs camarades la réalité de leur famille. Et ça ne se fait pas, donc c'est aussi du vrai militantisme finalement. Merci. Oui, je voulais moi aussi vous répondre. Sophie Molla, présidente du tribunal de grande instance de Carcassonne, et je préside la chambre de la famille dans l'Aude, enfin dans l'arrondissement de Carcassonne, puisque l'Aude comprend 2 tribunaux. Concernant les enfants à adopter qui sont remis par l'aide sociale à l'enfance, je dirais que c'est une ressource très très rare. Il y a de moins en moins d'enfants adoptables en France. Et bien évidemment, le choix qui va être fait par le conseil de famille, il va être assez classiquement un choix où on va se diriger vers ce que l'on connaît et ce dont on peut penser qu'il va assurer être de l'intérêt de l'enfant et assurer une réussite de l'adoption. Et donc très classiquement également, je pense pas, il y a une orientation vers les couples hétérosexuels pour accueillir les quelques enfants qui sont abandonnés et qui peuvent être adoptés à des âges très très jeunes. Alors, je pense que c'est extrêmement important que vous soyez dans les conseils de famille au niveau de l'aide sociale à l'enfance pour pouvoir effectivement faire changer cette vision. Mais très clairement, ça va mettre très longtemps parce que le nombre d'enfants adoptables, il est très très peu important dans un département. Alors moi, j'ai dans l'Aude, en tout cas, il y a eu une adoption d'un couple homosexuel d'un enfant remis par l'ASE, donc qui avait été abandonné juste après sa naissance. Et c'est vrai que quand j'ai préparé le dossier, j'ai ouvert le dossier, je me suis dit, c'est vraiment pas fair-play, entre guillemets, puisque en fait, cet enfant présentait des signes d'abandonnisme et présentait donc un trouble du développement à l'âge de 4 ou 5 mois. Et donc, c'était justement cet enfant qu'on avait donc proposé à ce couple de femmes qui avait donc eu un agrément par l'ASE. Et je me suis dit qu'on leur faisait porter de nouveau une discrimination dans la mesure où on leur confiait un enfant qui était considéré comme moins facilement adoptable par un couple hétérosexuel, comme peut l'être un enfant handicapé, un enfant très malade, etc. Et puis, in fine, qu'est-ce qui s'est passé ? On les a reçus puisque à Carcassonne, on prononce les adoptions en audience, bon, pour des raisons qui nous apparaissent importantes de symbole. En tout cas, moi, j'y suis attachée. Et donc, j'ai posé la question du développement de cet enfant à ce couple qui s'est présenté. Et elles m'ont dit que l'accueil de cet enfant dans leur couple et le fait que cet enfant soit entouré de l'amour de ses mères, avait permis qu'il reprenne un développement normal. Et il était considéré, donc on a prononcé l'adoption à peu près 1 an après qu'ils aient accueilli cet enfant qui leur avait été remis par l'aide sociale à l'enfance. Donc on avait une vision quand même sur plusieurs mois du développement intellectuel et staturopondéral de l'enfant. Et donc elles nous ont indiqué, elles nous ont expliqué que le développement de l'enfant avait repris de façon normale parce qu'il était entouré d'amour et que c'était surtout ça qui avait fait qui avait expliqué son trouble des apprentissages ou du développement au début de sa vie. Mais c'est vrai que cette discrimination existe toujours parce que la ressource d'enfants adoptables est très rare et amène
les conseils de famille à se diriger vers ce qu'elles connaissent classiquement et ce qui les rassure et ce qui va, dans leur esprit, être de l'intérêt de l'enfant. Voilà. J'aurais un autre élément à vous dire, à vous, journalistes de Libération. Les articles que les médias, le fait qu'il y ait une banalisation par les médias, ça infuse aussi chez les juges. Il faut s'en rendre compte. Ça infuse aussi chez les juges parce que les magistrats sont des gens qui viennent d'un peu partout au niveau social et sociétal, et donc qui connaissent aussi des familles recomposées, qui sont pour certains homosexuels, qui ont des parcours de vie qui peuvent être particuliers, avec des enfants adoptés, des problèmes de procréation, et donc ils s'inscrivent tout naturellement aussi dans des courants sociétaux, et le fait que dans les journaux on parle de ces problématiques fait que ils sont au courant de ces problématiques et sont à même de pouvoir les traiter lorsqu'ils ont à les traiter juridiquement, et je dirais à les traiter juridiquement plus du côté affaires familiales que du côté adoption, PMA, GPA, qui est quand même un volet très restreint de notre activité, mais ils sont à même de les traiter de façon avec un esprit beaucoup plus ouvert en ce qui concerne les couples qui se séparent, ou la place du parent social lorsqu'un couple se sépare sans que le père ou la mère le père ou la mère non biologique n'ait de statut vis-à-vis de l'enfant. Voilà, donc ça permet aussi des avancées et des évolutions au sein même de notre corps. Oui, Martine Gross. Je voudrais revenir sur l'importance qui a déjà été soulignée d'être représentée dans les conseils de famille, que la PGL soit représentée dans les conseils de famille, parce que récemment, j'ai eu une discussion avec une responsable du bureau des adoptions à Paris. Alors le bureau des adoptions, c'est l'organisme qui délivre l'agrément à Paris ou qui le refuse et qui ensuite présente des dossiers de candidats au conseil de famille qui statuera sur l'apparentement entre un enfant et des candidats à l'adoption. Alors le bureau des adoptions à Paris est tout à fait favorable aux candidatures des couples de même sexe, accorde des agréments sans difficulté, si tout va bien, les agréments sont délivrés, et ce bureau des adoptions présente systématiquement, parmi les dossiers qui sont présentés au conseil de famille, un dossier de couples de même sexe. Donc, en général, il y a 3 dossiers qui sont présentés à la délibération du conseil de famille. Et dans ces 3 dossiers, il y a toujours, d'après mon interlocutrice, un dossier de couple de même sexe. Sauf que le conseil de famille, systématiquement, place le couple de même sexe en 2e position. Pour ne pas être accusé d'homophobie, ils ne le mettent pas en 3e, ils le mettent en 2e, et ils n'ont jamais confié un enfant à un couple de même sexe, sauf une seule fois sous la pression des politiques. Donc je pense que si la PGL était présente dans le conseil de famille, il y aurait un peu d'influence sur ce qui se passe réellement. Merci. Oui, alors je voulais préciser quand même que effectivement, la PGL fait tout un travail dans ce sens-là. Marie-Odile Pelé-Printani vient de le rappeler, et Doane lui aussi, notamment en s'inscrivant au sein de l'UNAF, dans les UDAF, et en essayant. On a déjà des membres, Marie-Odile, qui siègent comme représentants dans les conseils de famille. On a réussi, effectivement, même si on n'est pas encore agréé complètement au plan national, on a une pré-admission, mais on attendait d'avoir, pour être plus clair, on attendait d'avoir
un agrément dans plus de 20 UDAF, puisque c'est la procédure pour pouvoir être complètement validé au plan national et entrer officiellement comme une association membre actif de l'UNAF. Et donc c'est en route, puisque je les ai contactés encore récemment et c'est en route. Et pour ce qui est de ce que vient de dire Martine Gross, on avait effectivement, nous-mêmes on a rencontré ce bureau à Paris. Et en fait, ils nous ont quand même annoncé quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils ont le projet de demander que les dossiers des familles qui postulent soient présentés maintenant. Notamment, l'idée est venue de ce que vient de raconter Dohan Lu, de ce qui s'est fait à Montpellier, sous la pression de la PGL, que les dossiers soient présentés avec une anonymisation du nom de la personne. C'est-à-dire, il y aurait parent 1, parent 2, et l'ensemble des caractéristiques par ailleurs seraient données sur la profession, sur l'âge, etc., etc., de façon à voir si effectivement ce retrait systématique qu'on observe pour les adoptions se vérifierait. Parce que ils sont persuadés qu'un certain nombre de dossiers qui sont parfaits pour pouvoir donner ce qu'on demande, c'est-à-dire une famille à un enfant qui en a besoin, eh bien, sont récusés au nom de ce que vous disiez, madame, les préjugés homophobes Bon. Alors, il y en a d'autres, comme dit tout à l'heure, qui sont le célibataire. Alors ça, ils ne savent pas comment envisager la solution. En effet, ils sont agréés, donc pour pouvoir adopter des enfants à l'étranger, ils sont assez bons, mais pour adopter des enfants français, semble-t-il, ils ne le sont pas. Bon. Donc ça, c'est encore un certain nombre de préjugés, mais on essaie de réfléchir à des solutions pour... Et donc aussi ce que vous disiez, ce que disait Madame là, qui est intervenue, que je trouve assez frappant, c'est en effet, et vous Madame aussi vous en témoignez, c'est la divergence et la différence qu'il peut y avoir entre l'acceptation sociale et sociétale des familles sous un certain nombre d'effets, de visibilité des familles de différentes manières et d'intégration sociale, et ensuite des actes qui sont réellement ou potentiellement, alors c'est selon, le fait de préjuger, mais ensuite qui sont gravement violents et homophobes parce que sous le couvert de l'État, c'est-à-dire les gens en plus qui sont là, je pense aux magistrats, mais pas seulement le magistrat, les gens par exemple dans les conseils de famille, c'est une espèce de sécurité qu'on se donne de pas aller trop loin, des fois qu'on se tromperait en sortant des sentiers battus. Voilà, donc il y a une espèce... Il y en a, madame, il y en a. Il y en a. Mais je... Oui, de ne pas sortir des pseudo-certitudes. Parce qu'on sait très bien aussi que des familles dont les parents sont hétérosexuels ne sont pas forcément de bonnes familles. Donc, non. Alors, il y avait aussi... Ouais. Mais c'est décrit dans tous les conseils de famille, c'est vrai. Ça vous... J'en ai juste pour une seconde, parce que je vais rajouter un argument. Et pour rebondir donc, sur ce que tu disais et ce qu'on entend là et depuis tout à l'heure, c'est effectivement cette grande différence entre des préjugés sociaux et sociétaux qui évoluent énormément, notamment grâce au travail, je disais tout à l'heure, des associations et puis de la presse, enfin de la connaissance qui évolue. Mais c'était aussi par rapport à ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que c'est pour ça que pour notre association, il est extrêmement important que l'État fournisse des outils qui seront adaptés
pour permettre à la société de travailler autrement. Et c'est la raison parce qu'on nous a fait remonter hier qu'on nous trouvait un petit peu dur avec le rapport Touraine, parce que on met surtout en avant le fait qu'on n'est pas du tout d'accord avec leur réflexion sur la filiation, sur l'établissement des filiations. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans le mariage, pour la question du mariage, et vous en témoignez là, c'est-à-dire que quand l'État ne donne pas les outils aux acteurs de pouvoir intégrer les familles, même si elles bénéficient de la bienveillance de l'entourage, même si elles bénéficient d'un regard social qui évolue, elles sont bloquées aux portes, et notamment aux portes les plus intimes, mais qui relèvent quand même de la reconnaissance de l'État, par le mariage, par la filiation, et que du coup, si aujourd'hui, dans la loi qui sera votée sur la PMA, puisqu'on espère qu'il y aura l'ouverture de la PMA, ne vient pas avec une réforme de la filiation qui permet le plus possible d'intégrer les familles dans leur diversité, les familles qui ne seront pas strictement dans le cadre étroit de la loi seront à la marge et ne trouveront pas leur place et continueront, vous vous en rendrez compte bien cet après-midi avec la table ronde des juristes, que effectivement, malgré tous les efforts qui sont faits de part et d'autre pour intégrer de par la loi des familles qui le demandent simplement une reconnaissance juridique, elles n'y arrivent pas. Il y a comme ça des petites avancées, mais quelle que soit la bienveillance et quel que soit le travail des avocats et la bienveillance des gens qui les accueillent, quand l'État n'a pas donné les outils qu'il faut, les outils propices, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que nous sommes très 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 vigilants et très méfiants sur ce qui va tomber dans cette loi ouverture de la PMA, et que ce qui s'est passé là dans les dernières années à partir du mariage est un recul extrêmement intéressant pour montrer que malgré les avancées, si la loi reste étroite comme ça s'est fait dans le cadre du mariage, eh bien on n'a pas les outils pour avancer pour tous les gens qui ne sont pas, et vous l'avez souligné à juste titre, Mme Gaudry, il n'y a pas que les homos qui sont concernés. Les familles, on en parlait hier, les familles hétéroparentales recomposées également souffrent à un moment de défaut de reconnaissance, de visibilité, d'outils à leurs mains pour pouvoir être reconnus et fonctionner au mieux dans la société, et notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Merci. Encore une prise de parole et ensuite on conclut. Merci. Oui, bonjour, je suis Philippe Père, je suis journaliste pour le média engagé sur les questions LGBT Committed, et je suis aussi membre de l'AJL, qui est l'association des journalistes LGBT, et donc plus une question d'ordre traitement médiatique en fait. Parce qu'il est clair que les familles homoparentales ont gagné en visibilité dans l'espace médiatique, mais en fait, dès qu'il s'agit de débattre, on le voit bien dans la question de la PMA, c'est plus difficile, et la parole est souvent donnée donc à des opposants, des personnes non concernées. Il y a eu en octobre 2018 Marie Laborie qui a fait une tribune sur France Info qui avait un message très fort. Voilà combien de lesbiennes à la une pour parler de leur histoire. Pourquoi il n'y a pas de lesbiennes à la une? Pourquoi des lesbiennes ne sont pas invitées au 7h50 de Léa Salamé, qui est une des interviews les plus écoutées de France? Un gilet jaune a été invité pour parler de ses revendications très rapidement. Voilà, les lesbiennes ont du mal à aller à la une. Octobre 2018, c'est aussi, et donc je m'adresse à vous, Madame Malaval, c'est aussi, vous le savez, donc la fameuse une de Libération sur la manif qui redémarre. Enfin, c'était pas ça qui était, c'était pas le titre en une, mais voilà, c'était la manif pour tous, avec voilà des avis un peu divergents sur la pertinence autour de et voilà. Et c'était, est-ce qu'on est en 2013, l'association des journalistes LGBT, elle s'est créée parce que elle dénonçait le fait que la manif pour tous existait énormément grâce aux médias, BFM TV qui tous les dimanches allait vraiment presque servir la soupe à ce discours. Et alors ma question c'est: pourquoi c'est aussi difficile de mettre des lesbiennes à la une pour parler de la PMA quand c'est
beaucoup plus facile en fait de mettre la manif pour tous. Est-ce que la manif pour tous fait peut-être plus vendre? Et en fait, je voulais profiter de votre présence, Madame Alaval, peut-être avoir des réponses sur comment ça se passe en interne, en fait, dans des grandes rédactions comme celle de Libération, sur cette question du traitement médiatique et de la visibilité des femmes concernées. Merci. Voilà, je vois très bien la une à laquelle vous faites référence parce que ça a hurlé en interne. Voilà. Honnêtement, cet événement, bien sûr, c'était l'événement, ce sont les pages du début du journal. Je pense que la une était une erreur absolue. Voilà, c'était une connerie, c'était pas bien. En revanche, je vous invite à lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment, au contraire, un démontage extrêmement minutieux de tous les arguments de la manif pour tous, et l'édito aussi qui accompagnait tous ces articles était très clairement anti-manif pour tous. Je pense que c'est une erreur de une qui a beaucoup circulé. Ça, c'est l'effet réseaux sociaux, en fait. Il suffit qu'il y en ait un qui trouve que la une est nulle, il poste le truc et hop, c'est parti, on en a pour la journée. Donc réponse à ça, oui, cette une était mal faite. Le message n'était pas assez clair, c'est un ratage. Après, c'est un quotidien, c'est une à faire tous les jours, c'est pas simple. Sur la question des lesbiennes, quand on a fêté entre guillemets les 5 ans du mariage pour tous, nous avons mis un couple de femmes et c'était vraiment un combat. Mais en fait, c'est un peu le même combat que celui qui consiste à mettre des femmes en une, à interviewer des femmes, à les mettre en valeur. Il y a des jours dans le journal, on s'arrache les cheveux quand, du début du journal jusqu'au portrait de Der, il n'y a que des hommes. Franchement, c'est agaçant. Voilà. Alors on est plusieurs à râler, à se battre. On y arrivera. Et alors moi, j'avais une question pour la salle. Je suis extrêmement étonnée, enfin pas étonnée, assez choquée par tout ce que vous dites sur l'adoption. Est-ce qu'il y a des gens qui, depuis l'adoption de la loi, ont fait des travaux véritablement sur comment ça se passe, le nombre d'enfants adoptés, les discriminations éventuelles, etc. Ou pas? Parce que du coup, ce sujet, je trouve que c'est un sujet à traiter. Moi, je sais que j'essaye d'avoir des chiffres. C'est absolument impossible d'avoir des chiffres à ce niveau-là. Donc, je fais appel du haut, l'État qui doit pouvoir avoir des chiffres. Mais moi, au niveau de Paris, je sais que je vais demander déjà quand j'ai une réponse, et j'insiste, et je suis obligé de menacer pour avoir une réponse en leur rappelant leur devoir aux fonctionnaires qui sont à répondre, et j'ai des réponses à côté à chaque fois, jusqu'à ce qu'on me dise allez voir dans un autre département. Oui, effectivement, Madame Alaval, effectivement, d'autres de vos collègues journalistes ont déjà essayé de traiter cette question en venant vers nous pour connaître nos statistiques. Et en fait, on leur a répondu que c'était des statistiques très personnelles ou partielles. Et donc, on les a invités en fait à aller se tourner vers le ministère des Affaires sociales. Donc, ils ont eu une fin de non-recevoir. Et après, on leur a dit, tournez-vous vers chacun des départements. Donc, voilà. Et donc, il y a tout un travail à faire. Voilà, l'appel est lancé. Et ce que je voulais juste, peut-être, juste pour conclure sur une touche positive en termes d'avancée, c'est que le fait que la PGL, finalement, participe, soit intégrée dans les UDAF et tout ça, je voudrais juste vous rappeler que dans les UDAF, il y a toutes les associations familiales, donc évidemment les associations familiales laïques, mais aussi des associations familiales confessionnelles, catholiques, protestantes, entre autres, qui, comme vous le savez, sont plutôt les détracteurs de la PGL et de toutes les avancées que propose la PGL en termes de société. Le fait que ces associations, par l'intermédiaire finalement des associations laïques comme le CNAFAL, se voient, discutent ensemble, participent à des assemblées générales, que les responsables entre eux discutent, se serrent la main, se disent bonjour, prennent un petit cocktail ensemble. Finalement, ça permet un échange entre deux extrêmes qui, initialement, ne veulent se jettent des anathèmes par l'intermédiaire de la presse ou par l'intermédiaire des médias. Et donc ça permet finalement de mieux se connaître, de mieux finalement donc se connaître, discuter ensemble, de faire avancer certaines choses. Et moi je crois vraiment à cette utilité de cette structure qui est l'UDAF ou l'UNAF, par l'intermédiaire justement des associations très ouvertes d'esprit comme le CNAFAL, pour faire avancer
nos familles, nos droits et donc la société. Oui. Rapidement, je crois qu'on va pouvoir récolter les informations au niveau des UDAF, puisque pratiquement dans chaque UDAF, il y a un membre qui siège dans ce conseil de famille, et ça devrait être possible d'avoir les informations. Oui, peut tout à fait demander à avoir ce qui s'est passé dans le conseil de famille. Et ça serait peut-être une solution. Alors, il y a encore sans doute beaucoup de questions, voilà, mais on est obligé de s'arrêter. Je suis désolée.